La musique, pour tout le monde, c'est un peu mystique. C'est un peu incompréhensible cet art sonore qui court-circuite notre cerveau pour atteindre directement nos émotions ou notre corps. Même les grands musiciens ne cherchent pas toujours à comprendre. Parce qu'en réalité, tout le monde aime bien que la musique soit un peu magique. Cette force invisible, mystérieuse, on veut parfois qu'elle en reste une, moi le premier. Mais pour cette raison, le monde de la musique est un terreau fertile aux légendes urbaines, aux charlatans ou aux mensonges dans tout genre. Nombreux sont ceux qui prennent plaisir à répandre des âneries pour enrichir le mythe, que ce soit à des fins plutôt artistiques, à des fins plutôt élitistes ou à des fins plutôt commerciales. Aujourd'hui, on va détruire des idées reçues en vrac sur la musique et le son. Comme je vais traiter d'idées reçues parfois plus répandues dans le public, parfois plus chez les jeunes musiciens, parfois plus chez les techniciens, tout ne vous parlera pas forcément. On va aller du moins technique au plus technique, mais je vais toujours essayer de vulgariser autant que je peux pour que ça reste le plus accessible possible. Même si vous verrez que parfois, on ne peut pas débunker une bêtise sans rentrer un peu dans la technique. La musique serait un langage universel. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. La musique est universelle. On ne connaît pas d'humains qui n'ont pas la musique. On ne connaît pas de culture qui n'inclut pas la musique. La musique fait partie de ce qui nous rend humains et c'est tout à fait universel. La musique peut aussi être considérée comme un langage. Je l'ai fait dans une précédente vidéo. La musique peut être un moyen de communiquer des idées, ou en l'occurrence surtout des émotions et des ressentis par le son. Ça peut tout à fait être un langage. Là où la définition pêche un peu, c'est sur le fait que c'est un langage universel. Parce que pour qu'un langage soit universel, il faut non seulement que tous le parlent, mais aussi que tous le comprennent. Or, il existe autant de façons de concevoir la musique que de cultures différentes sur Terre. On ne comprend certainement pas la musique de peuples inuits, indiens ou arabes de la même façon qu'eux-mêmes comprennent leur musique quand on n'a pas grandi dans ces cultures-là. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la musique arabe, la seule information qui va passer par la musique, ça va souvent être que ça sonne comme de la musique arabe. Comme un Français peut reconnaître de l'italien sans le comprendre, par exemple. Toutes les autres choses qui passent pour quelqu'un qui connaît cette musique, l'émotion notamment, ne sera pas forcément partagée par quelqu'un qui ne la connaît pas. Dans la musique occidentale, on a des éléments musicaux qui vont sonner joyeux ou triste, pour caricaturer. Et ben, ça sonnera pas forcément joyeux ou triste à quelqu'un qui n'a jamais entendu de musique occidentale. L'harmonie en général, le fait de jouer plusieurs notes différentes simultanément, est absente de nombreuses cultures traditionnelles. Donc les connotations qu'on donne aux accords et aux suites d'accords, bien que basées sur des réalités scientifiques de consonance et de dissonance, ne sont pas objectivement inscrites dans la musique pour ceux qui n'ont pas les codes. A l'inverse, un Européen qui entendrait de la musique avec des quarts de ton entendrait quelque chose qui sonne désaccordé selon ses propres codes. Donc la musique n'est pas un langage universel. C'est une pratique universelle en revanche. Partout dans le monde, des gens ont trouvé l'idée de taper sur des trucs, de souffler dans des trucs, de pincer ou de frotter des cordes. Donc deux musiciens de cultures opposées peuvent jouer de la musique ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. Ça peut être magnifique de partager un moment musical avec quelqu'un dont la culture est radicalement différente. En revanche, rien ne dit que les connotations émotionnelles de la musique qu'ils jouent seraient les mêmes pour chacun des musiciens impliqués. Pour approfondir la question, je vous mets un article d'une ethnomusicologue qui en parle mieux que moi. Une musique qui rentre en tête, ce serait une musique plus qualitative qu'une musique qui ne rentre pas en tête. Bon, déjà, vous savez ce que je pense du principe de musique qualitative. Et si vous ne le savez pas, c'est que je vais pas tarder à publier une vidéo qui en parle. Pour moi, ça veut pas dire grand chose. Ça m'est arrivé plus d'une fois en composant de la musique de commande pour des films ou des jeux qu'on me dise « J'ai ton thème en tête, donc c'est bon signe, ça veut dire que c'est bien. » Même si ça me flatte, remettons l'église au milieu du village. Deux éléments pour qu'une musique rentre en tête. La simplicité et la répétition. La simplicité permet de faciliter la mémorisation, et la répétition peut vous faire rentrer n'importe quoi dans la tête. Même une mélodie atonale et arythmique rentrerait dans la tête si on la répétait assez de fois. 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 Si le fait de rester en tête était gage de qualité, alors Baby Shark serait un chef-d'œuvre bien supérieur à l'intégralité de la musique classique. Si vous avez quelque chose en tête, c'est soit parce que ça a été composé avec cette intention, donc avec simplicité et répétition, soit parce que vous l'avez écouté 15 fois, le cas de mes réalisateurs dont je vous parlais tout à l'heure. Celle-là, elle est assez marrante parce que j'ai longtemps cru que c'était impossible d'avoir une telle conception des choses. Mais ça ne coûte rien de la démonter en quelques mots. Donc, l'industrie de la musique, ça rapporte énormément d'argent à très peu de monde.
L'immense majorité des artistes, partout, vivent de pas grand-chose. Vous imaginez bien que si aujourd'hui une centaine d'artistes constituent la majorité de ce qui est écouté dans le monde, c'est qu'avant l'enregistrement et la mondialisation, les gens écoutaient quand même de la musique, mais dépendaient des artistes locaux. Aujourd'hui, les artistes locaux existent toujours, mais se font passer devant par les stars. La demande en musique est bien inférieure à ce qui est produit dans le monde, puisque les artistes créent souvent indépendamment de la possibilité de gagner de l'argent. Ce qui n'est pas quelque chose qui correspond vraiment au modèle capitaliste. Plus le public écoute une quantité restreinte de musique, moins les maisons de disques ont besoin de payer pour la produire, plus la majorité des artistes doivent se débattre pour sortir la tête de l'eau. Et je ne vais même pas me lancer sur le mode de rémunération des artistes depuis Spotify parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo. Je précise, autant pour ceux qui seront un peu trop d'accord avec moi que pour ceux qui n'aimeront pas ce que je dis, que je ne dis pas ça pour me lamenter. Le monde est comme ça, on peut se battre pour ce qui nous tient à cœur, mais ça ne rime à rien de bouder l'industrie musicale, à mon sens. En tout cas, j'ai découvert qu'il existait des gens qui, considérant que la musique est un don inné, pensent que ceux qui ont la chance d'être musiciens sont tous blindés aux as. Si vous en faites partie, vous pouvez dès maintenant changer de discours. Il y aurait des bonnes et des mauvaises fréquences. Peut-être avez-vous déjà été séduit par l'idée que répandent certains charlatans du New Age que l'accordage fréquentiel de la musique qu'on écoute a un impact sur notre corps. Certains parlent de healing frequencies, littéralement fréquences soignantes, et prétendent soit que s'envoyer des sinusoïdes dans les oreilles, accordées à la bonne fréquence, pourrait soigner l'humeur. Oh oui, là ça va tout de suite mieux là. Soit que la musique devrait être accordée à certaines fréquences précises plutôt que d'autres pour respecter les lois de l'univers. La version longue de cette légende urbaine, c'est que notre système d'accordage à tempérament égal, c'est-à-dire avec la même distance entre chacune des 12 notes, serait artificiel et pas naturel, et qu'on devrait en utiliser un autre. Je vais pas passer 2 heures sur ça, sachez qu'il n'existe aucun système d'accordage à 12 notes qui respecte parfaitement les lois de la physique sur la consonance des intervalles. Mais il existe bien d'autres systèmes d'accordage que vous pouvez écouter sur internet, comme le système pythagoricien par exemple. Vous entendrez par vous-même que ça sonne pas terrible. Aucun système d'accordage n'est plus versatile et plus adapté à l'harmonie que celui que nous avons aujourd'hui. Les autres systèmes d'accordage, pour ne pas sonner désagréable, doivent souvent se contenter de l'unisson, sans harmonie donc sans accord. Ou d'une harmonie très simpliste qui ne s'éloigne pas trop de l'accord tonique. Étant donné qu'il suffit d'écouter de la musique qui comprend de l'harmonie avec un autre système d'accordage pour entendre que c'est très bof, la légende urbaine a donc trouvé un renouveau dans l'idée que, même en tempérament égal, notre standard d'accordage actuel où le La est égal à 440 Hz ou 442 Hz en musique classique européenne, serait mauvais, car pas en accord avec les lois de l'univers ou du corps humain ou de je sais pas trop quoi. C'est du bullshit absolu qui sert à des menteurs pour influencer des âmes naïves et les inciter à consommer du contenu et des produits, et qui ont pour simple but de profiter de l'instinct spirituel des humains pour s'attirer de l'argent, du pouvoir et de la notoriété. C'est un mécanisme sectaire en somme. Donc pour mettre les choses au clair, il y a eu des tas de systèmes d'accordage dans l'histoire de l'humanité. Il y en a encore des tas, et ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ça n'a pas pour autant de pouvoir spirituel sur notre corps que l'une de nos 12 notes tombe sur une valeur spécifique en Hertz, plutôt qu'une autre, surtout si les 11 autres ont le même écart entre elles. Allez écouter de la musique baroque avec des instruments anciens, leurs notes se trouvent entre celles d'un piano moderne, et c'est pas pour autant qu'on est dérangé par ce système-là. Certains groupes de rock qui s'accordaient à l'oreille jouaient aussi sans le standard du 440 Hz. Que j'accorde ma guitare selon mon accordeur à 440 Hz ou selon mon oreille à 443,76 Hz, ça n'aura pas d'impact sur votre écoute, ni pour vous ni pour votre subconscient. À moins que vous ayez une oreille absolue très précise, auquel cas vous serez peut-être dérangé de pas reconnaître les notes que vous connaissez. Ça posera juste un problème pour le mec qui vient avec sa basse accordée en 440 Hz parce que ça sonnera faux, on n'est pas accordé pareil. On a parfois des charlatans qui vont vous jouer de la musique accordée sur des valeurs numériques jolies comme 1111 Hz, ou je sais pas trop quelle autre bêtise. Sachez que l'unité du Hertz est elle-même arbitraire. C'est le nombre de vibrations dans l'air par seconde. La seconde qui est un système de mesure du temps qu'on a instauré arbitrairement. On aurait très bien pu diviser une journée en une autre valeur que 86 400 unités. La seconde est très pratique et nous est peut-être restée pour une raison, je suis pas spécialiste, mais en tout cas certainement pas celle de pouvoir dire qu'un nombre à 4 chiffres identiques nous indiquerait des fréquences soignantes pour notre corps. De plus, si vous accordez de la musique sur des valeurs rondes comme 1111 Hz ou 440 Hz, ça ne veut pas dire que les autres notes de notre système tempéré ne vont pas tomber sur des valeurs décimales un peu moins jolies. Il y aura toujours des nombres décimaux. J'ai vu sur Instagram un mec qui s'amuse à jouer du handpan sur toutes les fréquences magiques selon lui. Et il répond à ses détracteurs qui sait que ça change rien,
mais que pour certaines personnes, ces fréquences ont un pouvoir spirituel et qu'ils respectent leur religion, en se faisant des vues et de l'argent sur leur dos en vendant ces handpans, comme c'est pratique. Une fois de plus, il a été prouvé qu'il prend 10 fois plus de temps de débunker une bêtise que de la proclamer. Si vous voulez creuser, je vous invite à aller voir la vidéo d'Adam Neely sur le sujet, elle est beaucoup plus complète. Cette vidéo était censée être 2 fois plus longue. J'ai pris la décision de la couper en 2 pour la rendre un peu plus digeste vu le nombre de sujets différents qu'elle aurait abordés en un temps record. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie qui traitera de sujets qui touchent plus directement les musiciens ou les techniciens son et un peu moins le public. Pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner, et même en tant qu'abonné, vous pouvez ne pas vous faire suggérer la vidéo par YouTube, alors je vous propose même d'activer la cloche qui vous mettra au courant. Vous pouvez d'ailleurs aussi me suggérer de nouvelles idées reçues à remettre en question pour une prochaine vidéo.